Salut l'équipe, deux superstars se sont fait remarquer cette semaine, Erwan, et on avait envie de s'intéresser à la perf de retour de Ja Morant dans quelques minutes. Mais on va commencer par Joel Embiid, qui hier soir jouait contre les Timberwolves et a sorti une performance individuelle extraordinaire. Point. Il n'y a rien d'autre. J'attends la suite. C'est une passe, c'est ce qu'on appelle une passe dans les pieds. Un peu forte. Un peu forte, mais voilà. comme je suis un catch and shooter de haut niveau, je vais faire. Allez, vas-y. Moi, c'était l'une des belles affiches de la nuit. Joel Embiid et les Sixers, qui sont la deuxième meilleure attaque de la ligue, il me semble, face à la meilleure défense NBA. Eh ben, on a vu que avantage au meilleur scoreur de la ligue et au MVP parce qu'il les a martyrisés vraiment. Et donc, en plus, ils les ont tapés à domicile après la vilaine défaite qu'ils avaient eue face à Chicago. Ils ont bien réagi, puis surtout par la manière, quoi. Joel Embiid, il a surdominé encore une fois les débats. Et comme on peut parfois le dire avec Doncic, j'ai l'impression qu'il a banalisé, mais surtout qu'il a joué en sifflant. J'ai pas l'impression qu'il soit obligé de s'employer plus que ça. Il domine par son talent, il est létal complètement sur le mid-range, c'est un poste 3. Clairement un poste 3. C'est Kevin Durant, quoi. Par moment, il shoot une fois à 3 points, il ne le met pas. Donc tout se fait sur du 2 points. Voilà, donc capable aussi de dominer physiquement. On l'a vu aller mettre des dunks, arracher des cercles, être présent près du cercle encore, mais toujours ce mid-range, pour moi, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il est indéfendable. Il est totalement indéfendable, donc 51 points pour Joel Embiid, une domination totale. Il y avait de l'esprit de revanche, parce qu'ils avaient tapé les Wolves. De toute façon, les Wolves tapent tout le monde, ils sont premiers de la conférence Ouest, donc on avait vraiment un duel entre deux superbes équipes. Et moi, j'avais beaucoup d'attentes. J'aime bien quand une équipe s'est fait taper et revient avec cet esprit de revanche en se disant, bon, il va falloir qu'on s'adapte. Alors sur le premier match, Joel Embiid ne jouait pas, donc ça change énormément de choses. Mais en tout cas, lui, dans son esprit, il avait envie de montrer à la meilleure raquette de NBA actuellement, en tout cas en nombre, celle des Wolves, qu'à lui tout seul, il pouvait les matraquer. Et sur les tout premiers instants du match, on voit qu'il cible. Clairement, il est très agressif et il y a beaucoup de fautes. On va en parler dans quelques instants. Rudy Gobert, très rapidement, de fautes. Karl Anthony Towns qui s'y colle ensuite quand Rudy est coaché et va s'asseoir sur le banc. Rapidement aussi 2 fautes. Après, il y a Naz Reid qui vient au relais. Faute aussi. Naz Reid aussi qui fait des fautes. Il les a matraqués. Il les a vraiment matraqués, même si Naz Reid, il n'est jamais rentré dans son match. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais il les a matraqués. Et avant que ça se matérialise par des points, ça s'est d'abord, tu as raison, matérialisé par des fautes provoquées. Il a tout de suite poussé Chris Finch dans du coaching très tôt dans le match. Rudy Gobert joue 24 minutes. Donc, si ton meilleur atout défensif n'est pas sur le terrain, c'est ce qu'on dit souvent de toute manière pour les stars. Comment on fait pour défendre sur eux? Le meilleur moyen, c'est de les attaquer, de voir s'ils vont défendre, s'ils vont s'y mettre. Et puis, s'ils s'y mettent, ils vont peut-être faire des fautes. Et faire des fautes, c'est aussi obliger le coach à coacher. Et dans ce cas-là, mine de rien, ça t'ouvre complètement la raquette sans faire offense à Karl Anthony Towns et à Naz Reid. Ils sont beaucoup moins forts que Rudy Gobert. Donc, 24 minutes de temps de jeu pour Rudy, il en a profité totalement. Bon, il y a la première mi-temps avec les fautes, mais la deuxième mi-temps, c'est un clinique, puisque lui et Tyrese Maxey, qui marque 35 points aussi dans cette soirée-là, sont fantastiques. Et tu as raison de parler du mid-range. Il fait 12 sur 14, 31 points dans la deuxième mi-temps, avec un nombre de tirs là, au niveau de la ligne des lancers francs. Il n'a rien manqué, en fait, tout simplement. Mais ce qui est fou, c'est que, évidemment, que des pivots de 2,18, ils ne peuvent pas aller le coller parce que Embiid va les jouer, il va les dunker. Et chaque fois qu'ils ont mis le pas de plus pour le coller parce qu'il venait de prendre 3 museaux sur du mid-range, il les a joués, il est allé arracher le cercle. Donc, c'est vraiment injouable. Et moi, j'aime à dire que les Kobe, les Jordan, les Durant, même LeBron par moment, sur du mid-range, c'est l'arme létale du basket. Oui, donc KD, Booker actuellement. Voilà, Booker, c'est l'arme létale du basket. Et quand un mec comme Embiid, qui est un pivot, maîtrise cette arme-là, plus tout ce qu'il fait à côté, donc c'est-à-dire tout ce le rebond offensif, le post-up, tout ça. Non, mais c'est en fait, le pick and roll. Ça veut dire qu'en fait, quand défendre sur Joel Embiid aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de bonne solution. Ce que je peux regretter un petit peu côté Wolves, qui est la meilleure défense de la ligue, c'est peut-être qu'à un moment donné, ils auraient dû aller trapper. Mais ils l'ont fait. Je ne sais pas si tu vois. Il y a une action qui est claire, assez franc, mais qui est symptomatique. Moi, j'ai une autre théorie sur la trappe, c'est que la trappe sert dans le cas où le porteur de balle fait la passe. Là, le souci, c'est qu'ils viennent trapper 1 ou 2 fois. Et qu'est-ce qu'il fait? Il y a un moment où, comme il s'appelle, Kyle Anderson vient le fermer à l'intérieur. Hop, il fait une feinte, il toque. Hop, j'en fais tomber mon téléphone. Il met un énorme dunk. C'est pas une trappe, ça, Thomas. C'est pas une c'est une prise à 2. Il y a 2 joueurs sur lui. Ouais, non, mais c'est une prise à 2, ça. Après, ils sont fait ken, les mecs. Une prise à 2, c'est un truc voulu pour moi. Là, il vient, il y a un changement, ils se comprennent pas, ils se retrouvent à 2. Non, ils viennent vraiment à 2. Excuse-moi, Ettore Messina. Ettore Messina, gros. On vous met l'image. En tout cas, un énorme dunk. Donc, du coup, non, mais dans l'impact sur la tête, si tu viens faire une prise à 2, une deuxième prise à 2, et tu peux aussi te dire que c'est clairement pas la solution. Moi, ce que j'entends par prise à 2, après, tu as raison, mais
c'est vraiment quand tu décroches vraiment rapidement que c'est assez franc. Là, quand ils l'ont fait, déjà ils l'ont peu fait, et le peu de fois où ils l'ont fait, j'ai trouvé que c'était pas assez franc. Après, de toute façon, à l'opposé, ils se sont fait terminer aussi par Therese Maxi. Tobias Harris a fait un match plutôt correct. Donc, deux, clairement, ils ont mis 86 voilà. points. Dans l'ensemble, de toute façon, les Sixers ont été bons, mais en tout cas, ce qu'on peut noter aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de solution défensive aujourd'hui autour de Joel Embiid, hein, qui continue, parce que là, il met 51. C'est un énorme statement encore dans la course au MVP qui est complètement incroyable cette année, et face à la meilleure défense NBA en plus. Donc aujourd'hui, on compare les stats de Joel Embiid à plus de matchs à 30 points et 12 rebonds. Il rejoint Will Chamberlain et Karim Abdul-Jabbar. Allez, on va là-dessus, on vous met ce tableau-là. Il est à 12 matchs consécutifs, à 30 et 10 donc, par match. À 30 et 10 à chaque match. Hein. Donc il rejoint Will Chamberlain qui l'a fait en 64-65 et il n'y a plus que Karim qui l'a fait 16 fois de suite. C'était en 1971-72, cette saison-là. Donc oui, totalement inarrêtable. Pendant le match, il est passé ce tableau. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ok, voilà ce que ce mec est en train de faire. Clairement. Voilà ce que ce mec est en train de réaliser. Voilà à qui on compare ce mec-là. Wilt, Karim. Tu sais, oui, il est MVP, mais je pense que Joel Embiid, il manque encore cette au moins finale de conf, ce run de playoff. Au moins, t'es mignon, hein. Plus même. Mais là, en tout cas, et c'est pour ça que peut-être des fois, on ne se rend pas toujours compte de comment il est en train de devenir l'un des meilleurs pivots de l'histoire. Alors, il lui manque des titres pour l'instant. C'est ce qui fait collectif, foi. c'est ce qui fera foi. Bah oui. Mais sur l'aspect individuel, il est en train, en tout cas, il est sur le chemin de ces mecs-là. Voilà. On regarde les stats sur la saison. 35,1 points, parce qu'avec les 51, hop, il passe de 34 à 35. 35 pour un pivot, c'est quand même abusé. Hein. Presque 12 rebonds. Presque 6 passes, c'est énorme. 54% au tir. Il est le meilleur scoreur de NBA actuellement. L'autre stat, parce que tu es là-dessus, ce qui est intéressant, c'est ses stats par rapport à l'année dernière. Il était MVP pour la première fois de sa vie. Il était à 33 à 10. 4 passes D, 54% au tir et 1,7 blocs. Bon, cette année, il fait mieux partout. Hein. Il fait mieux partout. Il est à plus de points. Donc, plus de points, plus de contre, plus de rebonds, pardon. Il est à plus de passes aussi. C'est incroyable. Et il est aussi à mieux en contre. Il y a qu'au pourcentage où il est à peu près pareil sur le J'ai l'impression. Il est encore meilleur que l'année dernière. J'ai l'impression que son titre de MVP, mine de rien, l'a libéré, certainement. Peut-être de la reconnaissance de ses pairs. Ça peut fonctionner comme ça. On se souvient qu'il a vu quelques sorties un petit peu maladroites. De toute façon, ça ne compte pas pour moi. Bon, tu parles, Charles. Mais et puis surtout, après, il y a le style de jeu aussi. Bah je pense oui, qu'il y a aussi ça. Mais il y a un tout pour moi. Pour moi, ce qui dégage, je ne l'ai jamais trouvé aussi serein dans son attitude. Il dégage quelque chose, il a l'air de s'amuser. Je le sens vraiment bien dans ses pompes et ça se voit et ses coéquipiers le sentent aussi et il emmène tout le monde avec lui. Je ne l'ai jamais vu aussi leader en plus de ses stats monstrueuses. Alors certainement que l'effet Nick Nurse, peut-être que le style de jeu sans James Harden lui convient mieux ou avec beaucoup de mouvements autour de lui. Ça marche pour tous les joueurs qui étaient là l'année dernière en fait. Ça. Ils ont l'air de mieux s'amuser en tout cas, de plus s'amuser. D'ailleurs avec le public, il a toujours fait ça, il joue avec le public. Mais il y a quand il dunk la ligne de fond, il va haranguer le truc. Enfin, tu l'as vu l'année dernière, bon c'était un mauvais match. Très mauvais. Vous étiez à Philadelphie, mais il y a quand même un rapport avec le public à Philly qui est incroyable. Je vous donne aussi les stats sur les 5 derniers matchs, parce qu'il est quand même à presque 42 points et 13 rebonds sur les derniers matchs. Il fait 41 et 11, 35 et 13, 42 et 15, 40 et 14, 51 et 12 hier soir. Bon, bah, il est dans la forme de sa vie, on ne cesse de le dire. C'est une équipe qui va bien, c'est une équipe qui truste aussi le haut de la conférence Est. Moi, j'ai un gros souci. On pourra utiliser tous les superlatifs de l'histoire. Ça se joue en play-off à un moment donné. Tu peux démonter une saison régulière. Si il ne fait pas d'ici cette année, parce que tout va bien, l'année prochaine, 2 ans, 3 ans, bon, il rentrera aussi dans la case des superstars qu'on a tous adorés, mais qui n'ont pas le truc pour performer en play-off. Donc là, on peut être dithyrambique, il n'y a aucun souci, on l'est. Mais la saison régulière, on sait combien c'est pas le même sport que les playoffs. Mais tous ces concurrents directs, eux, ont tous des perfs en playoffs. Absolument tous. Toutes les légendes s'écrivent en playoffs, les bonnes ou les mauvaises. Hein. Voilà. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc, tu vois ce que je veux dire, on a tous un amour fou pour T-Mac. Bon, on sait que T-Mac en playoff, c'est un peu une craquette. On sait que le Melo, moi je suis un amoureux de Melo, je sais qu'en playoff, j'attends encore. Allez, il y a son run avec les Nuggets, mais c'est surtout une œuvre collective. Mais lui. Bon, tu vois, là aussi, c'est compliqué. C'est en playoff que s'écrivent les légendes. Maintenant, je te dis, j'ai l'impression que cette année, avec son titre de MVP, il y a eu un déclic où il est moins impacté par ce qui se passe autour. Il est vraiment concentré sur le terrain. Je trouve qu'il a trouvé un coach. Très important aussi dans la construction pour aller gagner un titre, pour rejoindre une finale, d'avoir trouvé un coach. Il a aussi un second avec lui, avec qui il n'y a pas de guerre d'ego. Parce que c'est son petit. Ouais, c'est vrai qu'il a été associé à Ben Simmons. Ils sont arrivés en même temps. Il a été avec Jimmy Butler qui est arrivé dans ce truc-là, qui est un daron qui est une méga superstar. Voilà. Exactement. Ensuite, on lui a mis du James Harden qui est une méga superstar. Tout à fait. Et là, il est chez lui avec que des petits autour de lui. Tout le monde joue pour lui. On va voir si ça se concrétise en playoff. Ce que je veux dire, parce que tous ses concurrents, Giannis, Jokic, machin, tous là, ils ont déjà été champions. Ils ont déjà...
Donc la concurrence est déjà très féroce. Bon, voilà pour le premier. Joel Embiid, ça te va? Bravo, Joël. Allez, on va dans la conférence Ouest maintenant. Tu aurais quand même pu venir en équipe de France. Ce matin, quand je regarde le match, parce que je me suis réveillé à 5h30, je ne me demande pas pourquoi, je me suis envoyé donc Sixers Philly, et en regardant moi, je me suis dit, t'as série de la gueule en équipe de France quand même. Viens, on parle pas des trucs qui n'existent pas. Ça n'existe pas. Parce que Michael Jordan aussi, hein, avec l'équipe de France, ça aurait pu faire du mal, hein, vraiment. Ce pivot de l'équipe de France, il est avec vous dans la pièce? Allons donc dans la conférence Ouest, parce qu'il s'est passé un truc incroyable à la Nouvelle-Orléans il y a 2 jours, donc non, hier, pardon. Ja Morant revenait donc de 25 matchs de suspension, les histoires de Gunn, vous avez tous vu ça, une des plus grosses suspensions de l'histoire de la NBA. Il revient, le gars. Bon, il s'est entraîné, j'imagine. Hein. Son équipe est en galère, menée de plus de 20 points dans cette 24. rencontre, de 24 exactement, juste avant la mi-temps face aux Pelicans qui déroulent leur basket. Et Ja Morant, il nous sort une masterclass. 34 points, leadership extraordinaire et un buzzer beater. Donc il a le secret. Un peu rouillé sur la première mi-temps, si on peut appeler ça rouillé. À son niveau, Et ouais. puis derrière, en deuxième mi-temps, avec de l'orgueil, avec beaucoup d'orgueil, parce qu'ils sont à moins 24, et je pense qu'il y avait son père, il y avait tout son cop proche dans la salle. Donc je pense qu'il y a à l'orgueil et puis au talent. À l'orgueil et au talent, et je pense que quand on revient de ce qu'a vécu Ja Morant, je pense que l'orgueil et le talent, ben voilà, ça peut amener des choses comme ça, parce que si tu n'as que de l'orgueil, ça fait pas grand-chose. Moi, il a ce truc-là quand même de se frayer des chemins au cercle, même malgré des défenseurs qui ont des cannes, des défenseurs qui reculent pour absorber le drive. Il va beaucoup trop vite. C'est une anguille. Après, on ne sait jamais s'il va à droite, s'il va à gauche. Il a toujours ce truc pour finir. Il a aussi ses passes laser, parce que quand ils reviennent, c'est aussi sur des très bonnes lectures pick and roll. Quand tout le monde vient fermer la raquette, il va te punir sur une passe laser transversale dans le corner. Il m'a régalé. On a retrouvé le Ja Morant en deuxième mi-temps comme s'il n'avait jamais été suspendu. Et ça, c'est fort. Il est très très fort. 34 points, je disais, 8 passes D, tu viens d'en parler, 6 rebonds, du leadership. Et surtout, l'impression que bon, l'équipe est largement meilleure avec lui, il n'y a pas de question. Mais surtout, il a redonné vie à cette équipe, quelque part. On l'a vu moribonde, on l'a vu se faire... Ça a été difficile sur les 25 premiers matchs de gagner seulement 6 fois, alors que l'année dernière, tu es tout en haut de la conférence Ouest, que tu fais les playoffs, que tu as de l'allant et tout ça. On sentait que c'était un coup d'arrêt. Mais sa seule présence sur le terrain a servi sur une mi-temps à revigorer complètement le body language de toute son équipe. Et ça, c'est très fort. Encore plus fort que même sa performance individuelle, je trouve. Mais t'imagines, tu fais un début de saison, tu gagnes 6 matchs minables à peine, et t'es là, tu galères, tu prends des branlées, puis il y a un mec qui arrive et tu sais que la fin de saison, elle va être un peu mieux. On va pouvoir jouer bugne à bugne avec des équipes un peu meilleures. On va arrêter d'arriver dans des salles en se disant on va se faire ouvrir. Ben forcément que ça donne le sourire à tout le monde. Mais c'est ça, c'est ce qu'on a vu aussi hier chez Ja Morant, c'est que c'est un mec qui a de l'orgueil. C'est un talentueux incroyable et c'est un leader d'exception. C'est pour ça, quelque part, ce mec-là, il est déjà 2 fois All-Star. On ne va pas tout lui enlever. Alors, ce qu'il a fait, il a été sanctionné pour ça. Et on espère vraiment... Et on espère, s'il te plaît, Jess, tu nous écoutes, stop. Joue juste au basket. Et on espère vraiment que ça va être... que c'est fini derrière lui. Et d'ailleurs, dans son interview 2 jours avant son retour, je l'ai senti très serein, très apaisé. J'ai l'impression qu'il a vraiment fait le travail nécessaire, aidé avec la NBA, pour qu'il se rende compte de ce qu'il doit être en NBA. La com, Erwan, Voilà. c'est la com. Hein. Moi, je prends rien de content après ce qu'il a fait. Parce que la première fois, il s'est excusé. Parce que toi, tu ne crois pas en l'humain? Ah non, parce que moi, ça fait trop longtemps que je suis sur la Terre pour voir que la com devant une caméra, ça ne compte en rien. Ce qui compte, c'est les actes. C'est d'arrêter d'être avec les copains, d'être teasé dans les strip clubs avec un flingue. Ok, Spinoza. Alors, non, mais... Arrête les flingues, le reste, tu fais ce que tu veux, mais juste arrête les flingues, ça t'évitera. Voilà, juste, ce sera assez simple comme ça. Donc, je le disais, le bilan, on va vous le mettre quand même, c'était dur sans Ja, bien sûr. 6 victoires sur les 25 premiers matchs, dernière équipe en défense. C'est une équipe minable en même temps quand tu es si bas que ça. Après, ils ont des blessés. Hein. Steven Adams s'est pété aussi. Brandon Clark est pété aussi. Marcus Smart. Bon. Derrick Rose a manqué beaucoup de matchs ils aussi. Ils sont pas vernis non plus. Ça, c'est clair. Il y a un mec quand même qui a surnagé, c'est Desmond Bane qui continue de montrer que c'est un super joueur. Sur ce début de saison, il a 24 points, 46% au tir, 38% à 3 points. Il est dans le top 25 des meilleurs scoreurs de la NBA. Bon, de toute façon, on sait que Desmond Bane est un bon joueur qui continue de progresser, mais lui aussi avait besoin de retour de son acolyte sur le backcourt pour valider ses bonnes stats par des victoires. C'est toujours aussi con. Il n'y a pas un mec sur la planète, ou peut-être la petite amie de Desmond Bane, qui te dira que les Grizzlies n'avaient pas besoin de Ja Morant. Pourquoi la petite amie de Desmond Bane? J'aimerais qu'il reste le meilleur scoreur de l'équipe, tu vois. Bon, bref. S'il sort avec une fille intelligente, elle ne dira pas ça. C'est vrai en plus, mais en NBA, on en doute. Mais ouais, aujourd'hui, tout le monde est évidemment unanime pour dire que cette équipe-là a besoin de Ja Morant. C'est le leader de cette équipe-là et que cette équipe-là, mine de rien, on se souvient que quand Ja Morant arrive à Memphis, ils sont dans un entre-deux et cet entre-deux ne dure quasiment pas.
parce que très vite, il va devenir le patron de l'équipe et c'est une équipe qui va redevenir, qui va se réinscrire dans le haut de la conférence Ouest. Ils vont même finir deuxième de conférence Ouest sur une saison. Et après, il va y avoir déjà des excès un petit peu globaux de l'équipe sur des comportements parce que c'est une équipe jeune, mais sur le basket, c'est une équipe qui très vite s'est remis à l'endroit grâce à ce mec-là. Mais on n'oublie pas aussi qu'il commence à avoir mauvaise réputation sur le basket aussi. Parce que là, on parle du basket, mais sur le terrain, bon, Dylan Brooks, le vilain, est parti. Genre, tout était de sa faute. On va voir si l'équipe se rachète, entre guillemets, aussi une bonne image dans le comportement sur le terrain. On sait que Steven Adams avait déjà tiré les sonnettes d'alarme aussi avant les histoires de Ja Morant en disant les gars, dans le comportement, on n'y est pas. Et il avait bien raison. Je vous donne le programme et je vous pose une question ensuite. Il joue contre les Pacers ce soir, contre les Hawks, contre les Pelicans une nouvelle fois, contre les Nuggets, contre les Clippers, contre les Kings. Voilà, je vous donne le programme de la suite. Ils sont donc tout en bas de la conférence Ouest, seulement 7 victoires. Est-ce que cette équipe a une chance de remonter play-in, c'est possible, mais de se qualifier en play-off d'ici la fin de saison? C'est la première question que je te pose. Oui, ils ont une chance mathématique. Déjà, ils ont une chance mathématique. Maintenant, ils partent quand même de très loin. Je vois les Lakers, les Warriors, les Suns, rien que ces trois équipes-là, je vois quand même des équipes qui vont quand même aller un peu mieux, je pense, dans la saison. Donc pour moi, même s'ils enchaînent des victoires, ils sont quand même 12 matchs derrière le premier… Tiens, je te donne si tu le regardes. Ils sont 13e, donc 7-19. Le Jazz juste devant, 10-18. Les Warriors, 13-14 sont 11e. Les Suns, 14-13. Rockets, Lakers, donc ils sont de la 6e place, on va dire que, bon, toujours, hein, vous savez, avec le play-in. Les Mavs sont 6e à 16-11. Donc il y a 9 victoires d'écart. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, mais si l'équipe se remet complètement d'aplomb et qu'elle a le même niveau que l'année dernière, dans l'enchaînement de victoires, ils seront pas loin. Il faut qu'ils fassent un énorme run. Hein. Regarde les Clippers, il y a 2 semaines, 3 semaines, ils enchaînent 5 défaites d'affilée. Maintenant, ils sont à 8 victoires d'affilée. 9 victoires d'affilée. Bah, tu vois, elles sont là. Et ils sont 4e de l'Ouest. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Maintenant… Est-ce que tu y crois déjà? Non, mais ma question, c'est plutôt ce que tu crois. Ils peuvent, oui, merci. Moi, je pense que Ja Morant, c'est top. Maintenant, l'absence de Marcus Smart, mais il va revenir… Brandon Clark reviendra qu'en février-mars, ça c'est compliqué. Et comment il s'appelle le grand pivot? Steven Adams. Steven Adams ne reviendra pas la saison. Ils ont Biombo, qui est leur titulaire. On regarde pas comme ça, c'est leur titulaire. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vraiment dit, il manque Steven Adams, il m'a dit ils ont Biombo. Ils jouent avec des mecs. S'ils vont en playoff avec Bismack Biombo titulaire, il faudra peut-être donner le MVP à Ja Morant du coup. Ça serait une belle histoire. Moi, je pense que ça va être très court. Maintenant, c'est assez marrant de se faire un run comme ça. En tout cas, j'espère que les joueurs ont ça en tête. Maintenant, dans les bureaux, je ne sais pas s'ils ont intérêt à se dire… Alors du coup, c'est la deuxième question. Est-ce que d'après toi, ils ont intérêt à gagner? Parce que l'autre question sous-jacente, c'est quand tu commences aussi mal, est-ce que tu ne pourrais pas essayer d'être nul, hein, de tanker à un moment donné dans la saison pour aller chercher des hauts show draft? C'est toujours très dur à dire et à assumer en plus de dire, vas-y, on tank. Franchement, c'est personne qui a jamais assumé. Hein, pourtant, il y a plein d'équipes qui ont tenté. Mais parfois, est-ce que finalement ce début de saison raté avec la suspension de Ja Morant, maintenant le retour de Ja Morant amène insuffle tellement un truc positif que se dire attends, on va temporiser parce qu'en fait, on va peut-être essayer de vouloir un top 5 de draft et tout, puis c'est trop aléatoire. Donc moi, j'espère qu'en tout cas, le sportif moi, je voudrais qu'ils jouent à fond et qu'ils essaient d'accrocher un play-in et puis après tout est possible. Mais on sait que des fois, dans les bureaux, la raison l'emporte et qu'à un moment donné, ils risquent. Si je vois qu'à peu près au All-Star Game, ils sont encore à 8-9 matchs du play-in, il y a moins qui coupent les vannes. Hein. Ça, c'est évident que s'ils arrivent à 20 matchs de la fin et qu'ils sont derniers, ils vont arrêter de jouer. Mais la vraie question, c'est est-ce que cette équipe est capable, en l'état actuel des choses, avec les blessés, les retours de blessés et tout, d'enchaîner cette fameuse série? Donc ça, tu le sais d'ici un mois, on va dire. Ouais. Tu vois, tu joues tes 12-13 matchs là, qui vont arriver d'ici à fin janvier, voilà, par exemple. Tu vois où tu en es et à ce moment-là, tu commences à prendre des décisions. Là, aujourd'hui, c'est de retrouver de la lande, gagner des matchs, ils vont retourner à domicile, ils vont tout arracher. Enfin, j'espère en tout cas que c'est l'état d'esprit. Parce que si tu dis aux joueurs ou aux coachs, les gars, c'est peut-être la bonne année là pour tanker, etc. En gros, le message, il est catastrophique. Il n'y a aucun joueur, qui accepterait ça. Je pense qu'il n'y a aucun dirigeant qui a ce message comme ça clair, en tout cas. Ah, tu crois? Moi, je pense que dans l'histoire, c'est arrivé. Hein. En tout cas, ça doit être un peu masqué. C'est arrivé, je pense. Hein. Aussi, je pense qu'au KC, à un moment donné, je suis un peu blessé. Ouais, tu vas pas jouer. Tu sais, tous ces petits trucs là c'est comme ça, là. C'est pas on va perdre. On va te mettre au repos. Enfin bon, les gars, ils sont pas cons. Ça fait 30 ans qu'ils jouent au basket. Tu leur dis ça, ils savent très bien que s'ils ne jouent pas, eh bien, c'est pour tanker. Bon, ok, Ja Morant et les Memphis Grizzlies. Ça redevient une équipe excitante à voir. Ah bah ça, c'est clair. Mais de toute façon, c'est un joueur fabuleux. Hein.
Ja Morant, un joueur fabuleux pour ses qualités athlétiques. Par ce truc. Tu vois, j'étais un peu frustré ce dernier panier. Enfin, pas frustré, j'étais content pour Ja Morant. Je me disais, est-ce qu'ils peuvent pas faire un petit peu mieux? Herbert Jones, il le laisse un peu, vas-y, fermer, qu'il prenne un tir. Il a pas mis un tir à 3 points. Et qu'il donne la balle à quelqu'un d'autre. Mais en fait, il fait ça depuis le début. Ça va trop vite. Tu sais, ça va trop vite. ce truc, Sylvain Francisco fait très bien aussi, cette espèce de comme ça là. Ouais. Et en fait, tu sais, alors oui, tu as beau reculer, mais tu sais, c'est une anguille. Ouais. Il va très, tu sais jamais s'il va à droite ou à gauche. Donc même si tu recules, Je pense pas plutôt à Herbert Jones, je pense plutôt que. C'est facile à dire, on est là, c'est toujours pareil, mais quand il fait son reverse, il doit y avoir un autre mec. Il doit y avoir un autre mec. Ouais, Il met un layup, le mec. Ouais, mais il met un layup au buzzer. Honnêtement, ça. Il met un layup. D'accord, t'as l'impression qu'il fait droite-gauche, qu'il fait ça. Bah, enfin bon, oui. Ça Il met un tir dans la raquette, quoi. Il met un layup, gros. Hein. Il met un layup et il n'y a personne qui va le contrer. Il n'y a pas d'aide côté ballon, il ferme le retour de passe. Comment ça, pas d'être côté ballon? Attends, pour moi, il met plein de temps, ils sont deux comme ça. Je vois un mec qui met un tir énorme. Voilà. Oui, bah, très bien. C'est pour ça que t'es pas coach, Erwan, et que tu n'es que consultant. Excuse-moi, et toi, ici là, du coup. Ouais, je te rappelle que j'ai été appelé par un club français de 4 lettres qui a joué en vert et qui joue en noir et qui aimerait peut-être retrouver l'allant. N'hésite pas à y aller. Si on m'appelle, j'y vais ou pas? Ah ouais, il faut y aller, faut les aider. Hein. En tout cas, moi je ferai faute sur les fins de match, ça n'a rien à voir. Bon voilà, on a fait le tour sur cette petite actu. On part sur 2 semaines de vacances, donc on a concocté beaucoup de vidéos. Il y a du Victor, il y a du grand quiz. Qu'est-ce qu'on a encore? On a du LeBron James, on a fait plein de choses. On vous mettra aussi des extraits de Clutch la semaine prochaine, parce que Clutch continue tous les mercredis à 18 h. Donc ça, vous pouvez prendre rendez-vous avec Rémi Réverchon. On vous abandonne pas quand même pendant Noël. Nous, on va continuer à commenter des matchs sur la chaîne d'équipe. Donc il y a le All-Star Game français, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On ne disparaît pas du paysage audiovisuel, du PAF, comme on dit, du PAF, mais on va quand même prendre un petit peu de vacances. Donc on vous souhaite à tous de bien kiffer ces fêtes, de bien kiffer cette fin de semaine. Et on se retrouve début 2024 avec beaucoup d'énergie, ça te va? Avec beaucoup d'énergie et beaucoup de choses à vous annoncer. On croise les doigts, normalement, la deuxième partie de saison, pas que, mais ça va être top. Avec un nouveau studio, normalement. Ouais, nouveau studio, First Day Show, la totale qui revient, et peut-être même des droits. Allez, on vous embrasse, bonne fête à tous, prenez soin des vôtres, comme diraient les grands, on vous embrasse. Patrick Sébastien dit ça. Tout à fait, tout à fait.